Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces numéros de votre émission Tête Haute Magazine, votre émission de réflexion et de partage. Eh bien, le thème d'aujourd'hui, c'est en fait une question. Est-ce qu'un pays peut-il se développer sans route? Et quelles solutions peut-on apporter? Alors, sur ces plateaux, je reçois pour vous un expert. Il est bien sûr un ingénieur, en tout cas. Je le présente, c'est bien Monsieur Mwenebatende Kalechi Joseph. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour, Monsieur Mike. Vous avez bien prononcé le nom, merci. Voilà. Alors, vous êtes ingénieur. Je vous ai présenté. Je pense que la présentation vous suffit ou on a loupé quelque chose? Non, la présentation suffit. Je suis ingénieur civil de construction, oui, membre de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo, et je suis là disposé à servir mon pays de toute manière que ce soit, même en qualité d'expert, comme dans une émission telle que la vôtre. Merci infiniment et merci pour votre... vous avez accepté facilement notre invitation. De rien. Alors, la première question, la question d'ailleurs, et c'est d'ailleurs le thème, est-ce qu'un pays peut-il se développer sans route? Non, un pays ne peut pas se développer sans route parce que le développement déjà est tributaire de la mobilité. Mobilité des services, oui, des personnes et des biens. Et cette mobilité se base sur les voies de communication. Et parmi les voies de communication, nous avons les voies de communication aériennes, oui, les voies de communication maritimes et fluviales et les voies de communication terrestres. Alors, vu que nous allons rester dans le sujet du jour, nous ne parlons pas des voies aériennes qui ont aussi un certain coût. oui, Nous ne parlons pas des voies maritimes qui ont certaines contraintes oui, en cas de rapide de chute ou dans des cas où il y a des pays qui n'ont pas de voies maritimes. oui. Alors, nous restons sur les voies terrestres où vous avez les voies ferroviaires et les voies routières. Alors, dans le cadre d'un développement d'un pays, dans le cadre des infrastructures, la voie routière revient moins cher généralement que la voie ferroviaire. Très bien. Et la voie routière permet beaucoup plus, une utilisation plus vaste. C'est-à-dire que la population a besoin de cette voie de communication pour atteindre son lieu de travail, les hôpitaux, les écoles. Donc, comme je disais, tout cela, au final, se repose sur la voie de communication routière. Très bien. Un pays sans voie routière ne sait pas se développer dans le sens où vous ne pouvez pas apporter d'autres projets, Oui. que ce soit le développement économique, que ce soit industriel, que ce soit même pour le bien-être social, sans route. Très bien. Alors, vous êtes expert. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance parce que vous allez nous expliquer en détail comment ça se passe. Alors, comment un pays peut tracer les routes, je ne sais pas si ça s'est dit dans votre jargon, comment un pays peut tracer les routes pour bien sûr développer la nation, voilà. Il y a plusieurs, je vais répondre plutôt en abordant la question d'une autre manière. Il y a différents types de routes. Alors pour que le pays puisse tracer la route, il faut définir le type de route. Nous avons des routes d'intérêt national, ce que nous appelons communément les RN. RN1, Kinshasa-Matadi, RN2. National numéro 1, national numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous avons des routes donc d'intérêt national. Nous avons des routes d'intérêt provincial. Et dans les routes d'intérêt provincial, il y a des voies urbaines qui sont dans les villes. Et nous avons des routes de desserte agricole. Très bien. Qui sont des routes qui sont censées principalement relier l'espace de production agro-pastorale vers le consommateur ou bien un espace de transit. Et une fois qu'on a défini ces priorités-là, on commence à tracer les routes. Donc le traçage de routes, je dirais, se fait d'abord par la précision de la priorité. Nous avons parmi les grandes priorités, ça dépend du programme du gouvernement, et j'estime qu'aujourd'hui les grandes priorités sont les routes d'intérêt national et de desserte agricole. Très bien. Alors, on est dans l'Afrique. Je ne vais pas, avant qu'on arrive dans notre cas, la RDC, comment est-ce que l'Afrique peut se relier
avec des routes. Oui, L'Afrique tout entière. Bien sûr, bien et sûr. comment, quelle politique? Il y a même un projet qui est en cours. Ok. Le projet du corridor, je pense qu'il y a le corridor nord-sud qui relie l'Afrique à partir de l'Afrique du Sud jusqu'au nord dans le Maghreb. Je ne sais pas si ça doit déboucher au Maroc ou en Algérie, je ne sais pas trop, mais elle est censée traverser l'Afrique du nord au sud. Il y a un autre projet du corridor est-ouest, mais qui est beaucoup plus dans la zone saharienne, des pays du Sahel, un peu là au-dessus. Oui. Mais c'est déjà un projet que l'Afrique soit reliée par voie routière. Et c'est quel avantage? L'avantage permettra justement la libre circulation des personnes et des biens. L'avantage, c'est que ça permet la matérialisation de toutes ces zones qui ont été créées. Vous avez le COMESA, vous avez la SADC, vous avez la CEC, toutes ces unions-là, sans une voie de communication telle qu'une route qui relie tous ces pays, elle devient un peu compliquée. Parce que la base de ces unions, c'est surtout l'union des marchés. Pour apporter, par exemple, un pays qui ne produit que du mil, apporter ce mil, ce sorgho, vers un autre pays. Un pays qui produit du cuivre, l'apporter vers un autre pays. Et en restant en Afrique, par voie routière, sans prendre les voies maritimes, qui peuvent demander, par exemple, si tu veux quitter la Tanzanie pour aller déposer un produit au Sénégal, tu fais le tour de l'Afrique. Donc voilà son intérêt économique. Alors, comment on trace ces routes? Parce que vous avez dit tantôt, ça commence par le traçage des routes nationales, tout ça. Comment ça se passe? Parce que nous sommes dans un continent où on a un problème d'urbanisation, on a un problème de traçage. L'homme blanc nous a laissé on était peut-être, la capitale n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, les choses évoluent, les choses grandissent. Et comment on les fait? Comment ça se fait? Ça passe par des études. Et tel que vous l'avez dit, en Afrique, nous avons beaucoup de défis. Oui. Sous d'autres lieux, quand vous avez un territoire bien urbanisé, le traçage est facile parce que c'est prévu. Comme vous dites ici, il y a certains endroits où l'urbanisation n'est pas faite, où elle est mal faite. Alors nous commençons par une étude. Revenons sur le corridor nord-sud. Certains pays sont très avancés, d'autres pas trop. Alors un pays comme la RDC ferait une étude. Le corridor nord-sud entrerait par exemple par le Grand Équateur ou par la province orientale et sortirait par le Katanga, par exemple. Il faudrait décider, est-ce qu'il y a une route nationale qui passe par là? Sinon, essayons de la tracer. Une fois que nous la traçons, nous faisons une étude approfondie. Par où est-ce qu'elle doit passer? Là, je ne vais pas trop entrer dans des détails parce que les études vraiment prennent en compte tout. Nous prenons en compte la topographie du sol, parce que la route, elle ne part pas n'importe comment. Elle doit suivre la topographie. C'est-à-dire, vous êtes expert, hein, vous allez nous aider parce que c'est ça d'ailleurs, c'est pourquoi vous êtes là d'ailleurs. C'est facile pour un ingénieur de construire sur une cuvette. Vous voyez, sur une zone plate. Oui. C'est facile. Vous voyez l'urbanisation, vous tracez. Si pour les besoins d'utilité publique, il faut exproprier certaines parcelles pour que la route passe, ça passe. Mais quand vous traversez des collines, des montagnes et des vallées, il y a par exemple, selon le calcul que vous faites, des limites de degrés à ne pas dépasser. Okay. C'est comme ça que vous pouvez voir dans une montagne une route qui est sinueuse. On se demande pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tout droit. Non, pour le bien-être du conducteur, pour la sécurité du conducteur, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a sur une montagne, il y a un certain degré que vous ne pouvez pas dépasser. Quand vous atteignez ce degré-là, il y a des voies et moyens, par des virages, par des bifurcations, que nous utilisons pour garder cela. Donc là, ça répond à la question du traçage de la route. Mais en même temps, dans une situation telle que vous l'avez décrite, ce seul traçage technique, avec cette étude technique, ne suffit pas. Il faut prévoir, s'il n'y a pas de route qui passe par là, il faut prévoir une route. Quand la route va traverser une agglomération, un territoire, une ville, il faut voir avec l'urbanisation de cette ville,
Est-ce qu'on doit la dévier pour passer à côté? Parce que par exemple pour Kinshasa, il y a le projet qui a toujours été en attente. On ne sait pas, un jour peut-être qu'on va l'activer, de la boucle de la périphérie qui devait passer derrière Mangafula. Ouais. Au niveau de Mangafula, ça passe derrière Kimbanseke, Njili, au niveau du Mont Cristal vers Manguengue, pour peut-être ressortir au niveau de l'aéroport. Ça reste un projet. Mais justement, c'est une solution. On va se dire que Kinshasa est déjà construit de la façon dont c'est construit, cassé, exproprié, ça peut causer des problèmes même sociaux. Alors, on passe de l'autre côté, on passe derrière. Tout comme on peut longer le fleuve, comme pour le projet de la Corniche. On peut se dire qu'on longe le fleuve, on a de l'espace. Donc, une route, quand on la trace, elle n'est pas obligée d'être toute droite, comme une latte. Non. On peut toujours dévier selon les circonstances, mais tout se passe par les études. Il faut des études approfondies. Alors, la question, on l'a posée dans notre thème. Est-ce qu'un pays peut se développer sans route? Alors, c'est quoi le facteur de développement d'un pays à travers la route? Les routes, voilà, s'il faut le dire. Les routes, je vais vous répondre en vous donnant un exemple. Là, nous sommes dans une phase où on veut développer les 145 territoires. Très bien. On veut développer les territoires. Il y a un projet, il n'est même plus en gestation, parce que si je ne m'abuse, le gouvernement a lancé les réunions pour ce projet-là. On a tous vu à la télé. Alors, vous voulez développer un territoire, prenons les entités territoriales décentralisées. Une province nouvellement créée, qui n'a rien. Pas d'accès au courant, pas d'eau, elle est enclavée. Comment vous faites? Vous vous dites, il faut emmener des usines, il faut construire un aéroport, il faut construire une cimenterie. Je suis d'accord. Mais tout ça fonctionne avec quoi? Avec du courant. Si on ne peut pas tirer le courant de Inga, vous voulez construire un barrage là-bas, comment vous construisez? Comment vous acheminez le matériel? S'il n'y a pas de route, vous ne pouvez rien faire. Dans un territoire, s'il n'y a pas de route, tous les autres projets de développement sont mis en attente. Vous construisez. Donc vous freinez tout un territoire. Au-delà de ça, vous êtes un territoire à vocation agro-pastorale. Oui. On entend tous parler des histoires ici. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu, mais j'en entends souvent parler. Peut-être d'autres personnes qui peuvent passer par votre plateau peuvent le confirmer ou l'infirmer. Il existe des fois, pendant des périodes de récolte, où les produits récoltés pourrissent sur place. Oui. Parce faute de route. Faute de route. Vous dites que vous êtes à vocation agro-pastorale, la production est là, mais pour la sortir, la route pour aller d'une localité à une autre, au lieu de faire normalement 2 heures, ça vous prend 4 jours. Vous produisez des tomates, elles pourrissent en chemin. Vous produisez des bananes, des légumes frais, ça pourrit en chemin. C'est un manque à gagner pour le producteur et c'est une perte pour le territoire. Sans la route, vous ne pouvez pas développer cette histoire-là. Ce qui fait que la route est le facteur primordial de développement. Une fois que la route est construite, admettons maintenant, on se retrouve dans une ville. Prenons l'exemple de Kinshasa. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons certains problèmes d'embouteillage qui peuvent être réglés. Nous faisons confiance. Avec le fameux projet Kinshasa sans trou. Oui, c'est ça que je dis, nous faisons confiance à nos dirigeants. Nous ne sommes pas là dans les conseils des ministres. Nous ne savons pas exactement quand est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire, mais nous leur faisons confiance. Mais dans l'état actuel, pour quitter d'un point A de la ville à un point B, vous perdez 30 à 40 minutes dans les embouteillages. Selon les indices économiques, c'est un manque à gagner. Oui. C'est un manque à gagner énorme. Vous ne savez pas tout ce que vous auriez pu faire et produire pendant cette période que vous avez perdu dans les embouteillages. Alors là encore, ce n'est pas un manque de route, mais un manque de route de réseau bien structuré, bien fluide, qui handicape l'économie d'un pays. Donc que ce soit dans un territoire qui n'a pas de route ou dans un territoire qui a des routes mais mal conçues, ou bien qui ont été dépassées, comme vous avez dit. Dans les années 60, c'était bien fait, mais la démographie a augmenté et la route n'a pas suivi. Ça reste un facteur de développement.
Alors, nous sommes toujours dans les, si on doit prendre des solutions, dans le cas d'espèces, la RDC, on a vu plusieurs projets, des projets Télégélou, on a vu des projets 5 chantiers, tout ça, mais apparemment la volonté n'y est pas. On n'a pas tendance à construire les routes ici au Congo. Bon, là, vous entrez beaucoup plus dans le domaine politique. Il faudrait poser la question aux politiciens. Nous ne sommes pas dans le domaine Moi, politique. Vous êtes expert. Je suis technicien expert. S'il faut réchanger la question, Ok. à quoi profitent tous ces projets? Dans quel sens? Dans l'essence de construire, par exemple, on a des projets de Télégélou. Oui. À quoi consiste? Comment est-ce que la politique est bien faite? Bon, Télégélou, si je ne me trompe pas, c'est un projet de réhabilitation de routes Oui. et de construction de certaines routes. Pour désengorger. Désengorger, justement. Ça profite à la population dans le sens où ça permet de désenclaver ces populations qui étaient enclavées. Mais pas que ça. Prenons en amont. Lors de l'exécution du projet, il y a des emplois directs et des emplois indirects qui vont découler de ce projet. Déjà, lors de la construction de la route, vous allez créer des emplois. Auprès de la jeunesse, par exemple, qui cherche quelque chose à faire, ça va non seulement créer des emplois, mais ça va donner une certaine expertise. Ce jeune, ce Congolais lambda qui se trouve dans un secteur par lequel Télégélou passerait, qui ne savait rien faire de ses 10 doigts ou qui cherchait quelque chose à faire de sa vie, entre dans ce projet en tant que tout travaux, en tant que tout ce qu'il peut trouver là-bas. Et lorsqu'il finit, il a acquis une certaine connaissance. Mais en même temps, il a eu un travail. Le chômage a baissé. Et quand le chômage baisse, automatiquement, la criminalité, la délinquance aussi baisse. Ça fait partie des atouts. Mais après ça, une fois que, admettons, Télégélou soit fini, la route, elle a été construite, le territoire, la province ou la commune même est désenclavée. Ça crée une économie. Parce que là, vous avez des gens qui peuvent, par exemple, se dire, bon, la route est là, moi j'ai 2-3 véhicules, j'ouvre une société de transport. Je fais ici transport de marchandises, là transport de biens. Il crée aussi des emplois. Et bien sûr, tout ça, quand vous payez vos taxes et impôts, c'est une richesse, ce sont des capitaux frais. C'est déjà un facteur de développement. Exactement, ce sont des capitaux frais qui entrent dans les caisses de l'État, que l'État n'avait pas avant et qui n'avait même aucun moyen de prendre avant parce que l'entreprise n'était pas créée. Donc c'est un facteur de création d'entreprise. Et vous avez des gens qui peuvent se dire, bon, on a fait l'exode rural vers les grandes villes, on est ici avec tout le monde, on se bat et on a du mal à tirer notre épingle du jeu, mais je vois que la route est bien faite. Pour rentrer dans mon village, ça me prend 2 heures ou 3 heures. Ça peut même être un facteur d'exode rural inversé. Très bien. Là, ça va permettre à la ville de respirer, mais ceux qui rentrent là-bas rentrent pour faire une activité chez eux. Et on revient sur la création de richesses, la création de produits. Ils vont faire de l'agriculture, ils vont faire de l'élevage, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et ce produit-là revient vers la ville pour être vendu et la route permet la connexion entre le producteur et le consommateur. Voilà un peu en substance l'intérêt de ce type de projet. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas lancé ou bien pourquoi est-ce que c'est lancé à certains endroits et pas à d'autres? Là, est-ce que la volonté politique y est? Est-ce que la volonté de faire le chaudier? Est-ce qu'on prend en compte l'importance des routes? Je suis tenté de dire que l'importance des routes est prise en compte, mais pas à sa juste mesure. C'est que je dis, si c'était vraiment pris en compte à sa juste mesure, on aurait eu beaucoup plus de routes de desserte agricole, parce que c'est ça qui est quand même important. On aurait eu des routes nationales en meilleur état, parce que c'est ça qui permet justement cette communication-là. Mais la volonté est là dès lors que le projet est lancé. Parce qu'à un moment, vous pouvez avoir la volonté de faire une œuvre quelconque,
vous lancez le projet, mais peut-être si les gens qui sont autour de vous ne vous aident pas, c'est compliqué. Mais dès lors qu'on voit que le projet a été lancé, ça veut dire que la volonté y est. Maintenant, il faut voir comment mieux la matérialiser. L'exécution. L'exécution, Voilà. peut-être. Alors, nous sommes en train de chuter pour aujourd'hui. Si un pays ne peut pas se développer sans route, alors quelles sont les solutions? Peut-être étant expert routier, je vous dirais qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que sans route, la RDC a essayé ça. Ouais. Vous remarquerez qu'on a beaucoup plus essayé de développer le secteur aéroportuaire qu'autre chose. Nous avons 4 aéroports, je crois, nationaux. Normalement, on en avait 5. Mais celui de Gbado au nord là n'est plus utilisé depuis que le maréchal a quitté le pouvoir. Nous avons beaucoup d'aéroports et d'aérodromes. Il y a beaucoup d'avions cargo qui circulent, mais ça n'a pas pu prendre la charge que prend une route. Nous avons Henry Morgan Stanley qui aurait dit faire le tour du monde. Que, oui, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Mais il n'y a même pas de chemin de fer. Les chemins de fer en RDC, quand vous analysez la cartographie de la RDC, vous remarquez que les Belges à l'époque avaient placé des chemins de fer juste entre les biefs non navigables. Vous avez Aketibumba au-dessus là-bas, il y a pas, je ne pense même pas qu'il y ait un bief navigable là-bas. Kinshasa-Matadi, parce que ça devait traverser les cataractes. Oui. Et bien sûr, tout devait aller du Katanga, où on prenait les minerais. On suit le fleuve, on monte vers la province orientale et l'Équateur, où il y avait quand même des plantations. Et ça descend avec le fleuve, soit avec la rivière Kassai aussi, et Ubangi, ça descend jusqu'à Kinshasa, qui était devenu justement un port de transit, avant qu'on décide de faire de Kinshasa une capitale. Ça descend à Kinshasa, mais à partir de Kinshasa, justement, il fallait une route. Il fallait un chemin pour atteindre Matadi et reprendre l'eau. Et ils ont décidé de construire un chemin de fer plutôt qu'une route. Mais tout ça, c'est pour dire que si un pays n'a pas le moyen de construire une route ou d'entretenir ou de créer son réseau routier, je ne vois pas une autre alternative moins onéreuse. Vous pouvez utiliser les chemins de fer, mais ça va coûter. Ça va coûter énormément. Vous pouvez essayer les voies maritimes, mais vous serez bloqué, comme je viens d'expliquer. Qui n'en ont même pas. Et d'autres où c'est pas navigable du tout. Vous serez bloqué. Tout le monde va prendre l'avion, c'est pas possible. D'où sans route, le développement d'un pays est pratiquement impossible. Très bien, monsieur Mwene Bantende. Oui, merci. Kalichi Joseph. Oui. Vous pouvez m'appeler Joe, ce serait plus simple. Ouais, monsieur Joe, l'ingénieur Joe. Ingénieur Joe. Voilà. Nous allons développer peut-être aussi la question sur l'urbanisation. Oui. Ce serait important. D'ailleurs, avant de boucler la boucle, on a aujourd'hui le problème, vous avez dit que à travers le route, on peut faire des changes en Afrique, tout ça. Mais en termes d'un pays qui ne produit pas, comme entre guillemets la RDC. C'est un problème. Et si vous m'avez bien suivi... de prix, de premières nécessités qui doivent baisser, mais apparemment, nous, on ne produit pas et sans route. Mais justement, très compliqué. Tout revient à la route. Oui. Pour produire, il faut pouvoir atteindre les lieux de production. Si nous restons tous dans la ville, c'est difficile de produire. Ouais. Ok, on peut chercher à industrialiser le pays. Même pour industrialiser le pays, il faut construire l'usine. Très bien. Pour construire l'usine, il faut la route pour acheminer le matériel. Vous pouvez essayer, je me rappelle, lorsque nous étions dans le projet Zomo 2, en tant que mission de surveillance et ingénieur conseil, nous avons vu les constructeurs essayer de faire venir les équipements par le chemin de fer. Ouais. Mais il y avait des ponts métalliques dont la structure ne permettait pas que certains équipements passent. Il fallait passer par la route. Très bien. Donc quand vous avez la route, vous pouvez
construire votre usine. Une fois que vous avez votre usine, vous pouvez produire. C'est vrai qu'on ne va pas dire que la RDC n'a pas de route du tout. Oui. Nous avons près de 58 000 kilomètres de route. Construite, maintenant il faut voir l'état. Il y a un certain pourcentage en bon état, il y a un gros pourcentage en mauvais état et le reste c'est dans un état moyen. Mais nous en avons quand même, nous ne disons pas que nous n'en avons pas. Mais lorsque vous parlez de la connexion avec les autres pays d'Afrique, on produit, l'Afrique elle a une vocation beaucoup plus agricole. Mais pour produire ça, il faut qu'on arrive vers ces lieux-là. Ouais. Et les ressortir. Même si vous voulez installer certaines usines, selon les normes urbanistiques, on ne peut pas placer des usines n'importe où, n'importe comment dans une ville. Il y a certaines qui doivent se placer à l'extérieur, à l'entrée ou à la sortie des villes. Une fois que vous avez ça, vous pourrez produire. Mais si on connecte la RDC au reste de l'Afrique maintenant, c'est vrai qu'il y a un risque d'être submergé par la production des voisins. Merci beaucoup, ingénieur Dio, d'être passé. C'est pas la dernière fois en tout cas. On va continuer parce que c'est un très très grand sujet, vaste sujet. Et prochainement, on va entrer dans le détail encore une fois de plus. Merci. Merci à vous. Chers amis téléspectateurs, c'est fait un plaisir de partager, de réfléchir avec vous. Nous vous fixons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pendant ce temps, tête haute, quoi qu'il arrive, au revoir.